Donc, dans cette capsule, on va s'intéresser à l'évolution historique de la fonction des ressources humaines. Spécifiquement, on va parler de 4 perspectives qu'on a eues à travers le 20e siècle et ses conséquences sur la fonction des ressources humaines. Donc, la première perspective, c'est celle qu'on appelle la perspective scientifique. C'est l'idée que c'est la science qui mène le monde du travail parce que la science est objective. Donc, dans ce contexte-là, on n'a pas besoin de l'avis des contremaîtres au travail parce que on peut utiliser des outils objectifs pour mesurer le temps de travail. Donc, c'est de cette perspective-là, la perspective scientifique, que provient, par exemple, les méthodes de travail du Taylorisme et du Fordisme. L'idée, c'est qu'un mouvement peut être réduit en ses plus petites composantes et peut être analysé de manière objectivement chez le travailleur. Donc, on reproche beaucoup aux Tayloristes d'avoir rendu les travailleurs un peu comme des machines, mais il faut aussi comprendre que la perspective scientifique a permis l'extrapolation de la productivité de la société industrielle. Donc, avant, c'était vraiment un travail qui était beaucoup plus artisanal. Donc, l'artisan faisait son objet de production, par exemple un soulier, du début jusqu'à la fin, ce qui rendait le processus beaucoup plus long. En prenant les tâches de travail et les divisant en ces plus petites composantes, on a vraiment augmenté la productivité de l'ère industrielle. La deuxième perspective, c'est la perspective de la psychologie industrielle ou du comportement organisationnel. C'est un mouvement qui a commencé vers les années 30, 1930. C'est un mouvement qui est en réaction à la perspective scientifique. Donc, on se rend compte que transformer le travail des employés d'une manière très objective, avec des mouvements répétés, un peu comme une machine, ben, ça leur fait perdre les compétences au travail, puis ça les rend moins motivés à faire un travail. Donc, on déclare à ce moment-là qu'il faut prendre en compte les besoins psychologiques des employés pour s'assurer d'un bon niveau de productivité. Malheureusement, il y a beaucoup d'employeurs qui ont investi beaucoup dans la gestion scientifique, donc la première perspective du travail, et se retrouvaient à ce moment-là réticents à prendre en considération les besoins psychologiques des employés. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu, qu'on assiste à une augmentation de perspectives légales, notamment avec le droit du travail au Canada en 1945. Donc, c'est à partir de la perspective psychologique que la fonction des ressources humaines commence à prendre de son ampleur, parce que le professionnel en ressources humaines doit composer maintenant avec des syndicats et certaines règles qui entourent le travail, ce qui fait que les gestionnaires dans la compagnie ne peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent avec les employeurs, ils ont certaines règles à suivre. La troisième perspective, c'est la perspective économique. Donc, ça a été avancé par les économistes dans les années 60. Et c'est l'idée qu'il y a une main invisible qui gère un peu l'offre et la demande. Et c'est cette main-là qui devrait gérer les conditions de travail. Donc, dans un domaine ou dans un poste particulier, s'il manque de main-d'œuvre, à ce moment-là, le marché devrait tout simplement offrir de meilleures conditions de travail ou de salaire pour attirer cette main-d'œuvre-là. Au même titre, s'il y a trop d'employés pour un certain secteur, à ce moment-là, on devrait réduire les conditions de travail parce qu'on a trop de demandes pour l'offre de travail. Le problème avec la perspective économique, c'est que ça ne prend pas nécessairement en compte divers facteurs externes. Par exemple, si on augmente énormément le salaire d'un employé qui est relativement de bas niveau hiérarchique dans une entreprise, ben, à ce moment, à cause d'un manque de main-d'œuvre, ben, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez avoir des gens qui arrêtent d'aller, par exemple, faire des études collégiales ou universitaires parce qu'ils veulent se diriger tout de suite dans un travail qui est en demande pour les conditions de salaire qui sont intéressantes présentement. Mais là, à ce moment-là, on va retrouver un équilibre avec la main invisible, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de gens qui veulent cet emploi-là et donc les salaires vont diminuer. La quatrième perspective, c'est la perspective de contingente ou celle aussi qu'on appelle la stratégie mobilisatrice. On le voit principalement depuis les années 80, 1980. C'est principalement sur cette perspective-là, que le cours va être basé. Il s'agit d'avoir l'importance pour le professionnel des ressources humaines d'aligner ses pratiques et ses politiques avec les besoins de l'entreprise. Donc, pour le gestionnaire des ressources humaines, ça lui donne beaucoup d'avantages. Premièrement, ça rend le travail du gestionnaire beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, ça le rend à ce moment-là un partenaire stratégique de l'entreprise.
il est en mesure d'agir en tant que décideur. Il peut s'asseoir à la table où les décisions se prennent dans l'entreprise et il peut être sollicité pour la prise de décision. Donc, ça rend son rôle beaucoup plus proactif. Cependant, pour que cette perspective-là fonctionne au sein d'une entreprise, il faut que le gestionnaire des ressources humaines soit capable de parler le langage du dirigeant. Il faut qu'il soit en mesure de contribuer à l'avancement de l'entreprise dans son industrie. Donc, le gestionnaire en ressources humaines ne peut pas simplement reproduire les best practices ou les meilleures pratiques que la littérature lui dit. Au contraire, il doit être capable de jongler avec divers concepts et divers politiques, tout en rendant le tout cohérent. Puis ça, cette perte de stabilité-là, ça peut être très effrayant pour certains professionnels en ressources humaines.